Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Warren Buffett, ça te dit quelque chose? Eh bien, si tu ne le connais pas, il s'agit de l'un des meilleurs investisseurs au monde. Samedi dernier, Berkshire Hathaway, qui est sa société d'investissement, a présenté ses résultats trimestriels. Et pendant cette conférence, Warren Buffett a tout simplement révélé une dinguerie. Il a tout simplement dit aux actionnaires qu'il avait vendu la moitié de sa participation dans Apple. Alors, est-ce que ça veut dire que Apple n'est plus une bonne solution d'investissement? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de dévoiler dans cette vidéo. Donc, on va passer déjà sur mon écran. On va regarder dans un premier temps les fondamentaux de l'entreprise. Est-ce que Apple n'est plus ou reste toujours cette entreprise aussi forte qu'on pouvait le connaître auparavant? Et donc pour ça, comme d'habitude, on va regarder les 10 métriques que je regarde principalement. De 1, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être dans un premier temps l'endettement. Dites-vous bien qu'une entreprise qui n'est pas endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Donc, on va regarder l'endettement à la fois long terme, mais aussi l'endettement net de l'entreprise. Donc pour ça, on va vouloir que ces deux métriques, l'entreprise va pouvoir les rembourser en 5 années de free cash flow. Donc, je prends ici ma calculette. Si on prend le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est ici pour Apple de 95 milliards de dollars, on va le multiplier, nous, par 5. Ça va nous donner 475 milliards de dollars. Donc, on va regarder sa dette long terme. Est-ce que sa dette long terme est inférieure à 475 milliards de dollars? Donc, je vais ici, dans mon bilan comptable, je descends tout en bas. Ce chiffre qui est juste ici, 133 milliards de dollars, on est en dessous de ces 475 milliards de dollars. Donc là, la dette long terme de l'entreprise est maîtrisée. Maintenant, pour ce qui est de la dette nette, pour la calculer déjà, c'est très simple. En gros, il faut juste faire la différence entre la valeur d'entreprise qui est ici et la capitalisation boursière qui est là. Pour t'expliquer ces deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si un investisseur décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation, il aurait à payer 3250 milliards de dollars. Si maintenant un investisseur voulait à la fois racheter l'intégralité des actions en circulation et en plus rembourser toute la dette qu'il y a dans l'entreprise, il aurait à débourser 3460 milliards de dollars ici. Donc en gros, si la valeur d'entreprise est supérieure à la capitalisation boursière, dans ce cas, ça veut dire que l'entreprise possède des dettes. Si au contraire, la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation boursière, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a plus de liquidités dans les comptes en banque de l'entreprise que de dettes. Donc, si on fait cette différence, nous, ici, on a 3460 moins nos 3250, on a ici 210 milliards. On est toujours en dessous de nos 475 milliards, donc là, la dette nette de l'entreprise est à la fois maîtrisée. Ok, donc ça déjà, ça part bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, est-ce que les personnes là, qui gèrent cette entreprise, qui sont dans le conseil d'administration, est-ce qu'ils utilisent de la meilleure des manières possibles l'argent de l'entreprise? Parce que si vous investissez dans une entreprise et les dirigeants font n'importe quoi, c'est comme si vous investissiez dans une mauvaise entreprise. Donc vous, votre but, c'est que les dirigeants utilisent du mieux que possible l'argent de l'entreprise. Et donc pour ça, moi, je vais regarder principalement 3 indicateurs, qui sont la rentabilité des actifs, la rentabilité des capitaux propres et la métrique surtout la plus importante, la rentabilité des capitaux investis, qu'on appelle aussi le ROIC. Cette métrique prend en compte à la fois l'argent qui est issu des capitaux propres, mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Parce que pour se financer ses activités, une entreprise, elle a besoin de s'endetter. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment que ces métriques soient d'au minimum 12%. Et là, regardez bien pour Apple. Un ROA de quasiment 30%, un ROE de 152%. Et regardez surtout ici le ROIC, supérieur ici à 45%. Dites-vous bien que ça, c'est exceptionnel. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables de réaliser des rentabilités aussi importantes. Un ROIC ici de 45%, ça veut tout simplement dire que lorsque l'entreprise injecte 1 euro, elle en récupère 45 centimes. Donc c'est tout simplement énorme. Ça me dit tout simplement que à la fois cette entreprise a ce qu'on appelle un mot de cet avantage concurrentiel, et qu'en plus, l'entreprise n'a pas besoin de beaucoup de capitaux pour générer du free cash flow qui est juste ici. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, regardez bien aussi, au niveau des marges,
Une marge brute de quasiment 46%, ok, c'est pas mal. Et ici, des marges nettes supérieures à 24%, c'est parfait. L'entreprise verse à ses actionnaires, en plus pour ceux qui aiment ça, un dividende. Donc à l'ensemble de ses actionnaires, c'est un dividende de 15 milliards de dollars, et ce qui correspond actuellement à un rendement de 0,47%, donc au prix actuel, là ici, de 210 dollars. Est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps? Ça, c'est la question à se poser. Parce que si toi t'investis dans une entreprise pour toucher des dividendes, le pire qui pourrait arriver, c'est que l'entreprise décide de couper ou de réduire son dividende. Donc pour ça, moi, encore une fois, je vais toujours me fier au free cash flow, qui est juste ici. Et on va prendre le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est plus représentatif qu'un free cash flow au cours d'une année, où là, il peut y avoir des variations trop importantes. Et donc, on va faire juste ce ratio entre ces 15 milliards 19 là, hop, qu'on va diviser par ces 95, 98, 88, hop là, 95, 88. Hop, on multiplie par 100 et ça nous donne 15 ici, 8%. Ça correspond au payout ratio de l'entreprise, donc son ratio de distribution. En gros, l'entreprise utilise 15% de son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Moi personnellement, ce que j'attends d'une entreprise, c'est qu'elle verse au maximum du maximum 50% de son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes, parce que je veux que l'entreprise utilise le plus possible son free cash flow pour réaliser d'autres choses. Et concrètement, quand vous voyez une entreprise qui a un ROIC là aussi fort, vous avez tout simplement envie que l'entreprise vous verse le moins possible de dividendes et réinvestisse en elle-même pour faire croître son chiffre d'affaires et ses marges, et ainsi vous faire gagner beaucoup plus d'argent que si elle vous versait un dividende. Donc là pour l'instant c'est parfait, rien à dire pour l'action Apple. Ok, maintenant on le sait, Apple c'est une société qui commence à vieillir, qui est relativement importante, donc est-ce qu'il y a toujours de la croissance? Parce qu'à un moment ou à un autre, une entreprise, une fois qu'elle a conquis tous les parts de marché, sa seule croissance, ça va être plus ou moins la croissance liée à l'inflation. Donc nous, on va déjà regarder au niveau de son chiffre d'affaires. Est-ce que le chiffre d'affaires est toujours en croissance? Donc nous, on va le regarder non pas d'une année sur l'autre, mais sur 5 années consécutives. Alors, on va se mettre ici pour voir les derniers résultats. Ok, donc en 2020, l'entreprise faisait 273 milliards de chiffre d'affaires, cette année 385 milliards. Ok, donc belle augmentation, ça c'est cool. Par contre, regardez bien, l'entreprise avait toujours de la croissance là jusqu'en 2022, et depuis 2022, la petite baisse en 2023, et là on commence à augmenter un tout petit peu, mais voilà, c'est des croissances bien moins supérieures, bien moins importantes que l'entreprise pouvait le faire durant les années précédentes là. Donc, attention, toujours une croissance ok, mais une croissance qui ralentit, mais ce qui est tout à fait normal pour une entreprise comme Apple. Donc ça c'est bien, il y a une croissance du chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il y a une croissance aussi du résultat net? Parce que si le résultat net ne croît pas, ça veut dire tout simplement qu'ici, là, tout ce qui se passe ici, il y a des frais qui se sont rajoutés. Donc pour Apple, en 2020, on avait ici 58 milliards de résultats nets, cette année 101 milliards, presque une augmentation par 2, c'est parfait. Et la chose qui est sympa à voir, c'est, regardez bien, le résultat net croît plus vite que ici le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que l'entreprise a des marges plus importantes. Donc ça c'est bien, c'est excellent. Et maintenant on va regarder la métrique, une des métriques qui est aussi très importante, qui est le free cash flow. Le free cash flow en gros c'est vraiment le sang de l'entreprise. Le free cash flow c'est l'argent que l'entreprise possède. En gros c'est l'argent entrant moins l'argent sortant, vous faites la différence et vous avez ce free cash flow, qu'on appelle en français le flux de trésorerie. Donc c'est une métrique qui est bien mieux que le résultat net à regarder, surtout parce que le résultat net peut être plus facilement manipulable par les experts comptables, là où le flux de trésorerie, le free cash flow, c'est un peu plus compliqué. Et dites-vous pour une entreprise, avec le free cash flow, elle va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende à ses actionnaires, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir investir en elle-même, elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc en gros acheter d'autres entreprises un peu plus petites qu'elle, et elle va pouvoir aussi racheter ses propres actions. Donc on veut vraiment que le free cash flow, lui,
soit en croissance d'année en année. Alors, je vais me remettre encore une fois sur les 4 derniers trimestres. OK. Donc en 2020, on était ici à 71 milliards, cette année 104 milliards. OK, c'est parfait. Le free cash flow augmente d'année en année. Par contre, il augmente un peu moins vite que le résultat net. OK. Enfin, la dernière métrique qu'on va regarder et qui est très importante, car elle va permettre de savoir si toi, en tant qu'actionnaire, tu es dilué ou non. C'est une métrique, je ne vais pas te le cacher, que peu d'investisseurs regardent, pourtant elle est primordiale. Ça va être justement le nombre d'actions en circulation. Ce nombre d'actions en circulation, c'est ce qui vous permet de calculer par exemple le BPA, donc le bénéfice par action, ou le free cash flow par action. En gros, on va vouloir que cette métrique soit au minimum stable dans le temps ou en diminution. Pour te donner un exemple, imagine que toi tu as investi dans une entreprise qui a 10 actions en circulation. Si toi tu achètes une action, tu es donc propriétaire d'un dixième de l'entreprise. Donc, tu auras le droit à 10% des bénéfices qu'elle réalisera. Si maintenant l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, du coup il n'y en a plus 10, mais il y en a 20. Cependant, toi, tu n'es pas actionnaire de 2 actions. Non, tu restes actionnaire que d'une seule action. Donc du coup, tu n'es plus propriétaire d'un dixième de l'entreprise, mais de un vingtième. Donc, tu n'auras plus le droit à 10% des bénéfices, mais à 5%. Donc dans ce cas-là, en fait, tu as perdu des parts dans l'entreprise. Donc il est très important que cette métrique soit au minimum stable dans le temps ou en décroissance. Et là, pour Apple, en 2020, il y avait ici 17,42 milliards d'actions en circulation. Cette année, 15,35 milliards d'actions en circulation. Donc ça, c'est parfait. L'entreprise rachète régulièrement ses actions. Ça, c'est cool. Et comme on peut le voir ici aussi, le dividende d'Apple semble être croissant d'année en année. Ça, c'est cool. Donc, d'après les fondamentaux là qu'on vient de voir, l'entreprise Apple est d'excellente qualité. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle Warren Buffett a vendu ses positions. Honnêtement, Apple, ça reste une excellente entreprise. Donc, il y a peut-être une autre raison pour laquelle Warren Buffett a vendu ses positions. Cependant, ça ne sert à rien de spéculer. Autant quand un investisseur achète une entreprise, vous savez que c'est que pour une seule raison. Il veut tout simplement se faire de l'argent. En revanche, quand un investisseur vend ses positions, il peut y avoir des multitudes de raisons qui puissent arriver. Donc, ça ne sert à rien de spéculer. Moi, ce que je pense, c'est que Warren Buffett, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est pas quelqu'un qui va forcément beaucoup acheter et vendre d'entreprises. Ce qu'il aime bien, lui, c'est faire ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire il achète une entreprise, il essaye de la garder le plus longtemps possible. Là, il s'aperçoit probablement que peut-être qu'actuellement, on n'est pas très loin d'une récession, donc que les actions pourraient chuter lourdement, et qu'en plus, que la valorisation d'Apple serait peut-être excessive, et donc du coup, il n'aurait aucun rendement à en tirer maintenant, vu que du coup, sa valorisation est trop haute. Donc, peut-être qu'il souhaite vendre un peu d'Apple pour se faire pas mal, on va dire, de cash, pour ensuite, si récession il y a, trouver d'autres opportunités d'investissement qui seront bien plus rentables que de conserver ses positions dans Apple. Donc maintenant, on va justement essayer de trouver ce prix d'achat idéal pour acheter Apple. Est-ce que ces 210 $ par action sont justifiés ou non? Quand on regarde ici des ratios de valorisation, là, un PER sur 5 ans de 36 et un PCF sur 5 ans de 33, pour une entreprise qui ne croit plus tant que ça, honnêtement, ça me paraît beaucoup. Mais on va regarder. Bon, déjà, on va voir ce que pensent les analystes. Eux, déjà, ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action, passant de 6,72 $ à 9,64 $. OK. Et comme vous voyez, ça fait des croissances inférieures à 10% par an. Donc oui, Apple n'a plus forcément cette croissance. Et si on regarde maintenant au niveau du chiffre d'affaires, il passerait de 394 milliards à 484 milliards. Et regardez là, c'est des croissances relativement faibles. Allez, on doit être aux alentours des 5%. Donc maintenant, on va utiliser notre outil qui va nous permettre de savoir quelle est la valeur intrinsèque d'Apple pour que toi, tu puisses réaliser au minimum 9% de rendement comme un indice de référence. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, comme vous le savez, vous commencez à être habitué. Moi, je suis un investisseur long terme, donc du coup, on va faire des estimations sur les 10 prochaines années, donc jusqu'à 2034. Ensuite,
comme j'aime le faire encore une fois, 3 types d'estimations. Des estimations ici pessimistes, des estimations réalistes et des estimations optimistes. Alors, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, bon, on voyait qu'au cours des 10 et 5 dernières années, on était aux alentours des 8%. Cette année, 0,4%, donc ça décroît. Et on a vu que les analystes s'attendaient à environ 5% au cours des prochaines années. Donc moi, je vais être pour les estimations pessimistes, je vais mettre du 3, du 5 et du 7. Maintenant, au niveau des marges, comme on peut le voir, les marges sont relativement stables dans le temps, entre 23 et 26. Donc moi, je vais partir ici sur du 23, 25, 27. Maintenant, au niveau des marges sur le free cash flow, comme on peut le voir, les marges sur le free cash flow sont supérieures aux marges nettes. Donc ça, c'est bien. Et elles oscillent entre 26 et 27%. Donc moi, je vais mettre ici du 26, 27 et 28. Maintenant, au niveau du PER et du PCF, ça, c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura en 2034, donc à l'issue de ces 10 années. Moi, comment je sais quelles données mettre à ces endroits-là? Et bien en fait, je pars du principe que, par exemple, le S&P 500, cet indice, il va avoir un PER-PCF moyen qui va être compris entre 15 et 16. Donc ça, c'est la moyenne. Cependant, moi, je vais regarder 2 indicateurs qui vont me permettre de savoir est-ce que l'entreprise que je suis en train d'analyser, elle est supérieure ou non par rapport à la moyenne. Et donc, je vais regarder à la fois la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a toujours une forte croissance pour Apple? Bon, là, des croissances entre 3 et 7%, c'est pas exceptionnel. Donc, l'entreprise va pas forcément mériter un premium important là-dessus. Ensuite, le second indicateur, ça va être le retour sur les capitaux investis. Est-ce que l'entreprise a un ROIC important? Là, pour le coup, oui. Un ROIC là, de 35 de moyenne sur 10 ans, 45 sur 5 ans, et là quasiment 56 cette année, l'entreprise a un ROIC important et elle arrive à l'augmenter d'année en année. Et des ROIC aussi importants, vous ne les verrez pas sur toutes les entreprises. C'est très rare. Donc là, oui, Apple, ça mérite un premium important grâce à ce ROIC. Et en plus, on ne va pas se cacher, Apple, c'est un phénomène de marque. Donc concrètement, tout le monde a envie de posséder du Apple parce que ça fait cette image de marque, ça représente le luxe, etc. Donc du coup, concrètement, Apple mérite un gros premium. Donc moi, pour ma part, je vais lui mettre du 20, 22, 24. 20, 22, 24. Honnêtement, j'aurais même pu lui mettre du 22, 24, 26. Mais bon, le fait que la croissance soit relativement faible, je vais me cantonner à ces valeurs. Et maintenant, au niveau du rendement que l'on souhaite, moi je vais mettre pour l'instant juste du 9%. Donc ça, c'est uniquement sa valeur intrinsèque. J'analyse et ça me donne ces chiffres. Donc actuellement, même en se fixant ces 9% de rendement, sa valeur intrinsèque, l'entreprise est actuellement surévaluée. Il faudrait attendre qu'elle chute entre 190, donc moi je veux vraiment me fier sur ici les marges sur le free cash flow. Donc il faudrait que l'entreprise chute à $200 si vous croyez aux estimations hautes, à 153 $ si vous croyez aux estimations moyennes et à 118 $ si vous croyez aux estimations basses. Cependant, là ici on ne se fixe aucune marge de sécurité et ça je ne vous le conseille pas. Lorsque vous investissez dans une entreprise individuelle, vous devez vous mettre ces marges de sécurité. Sinon, autant investir sur un indice, vous aurez les mêmes rendements mais avec beaucoup moins de risques. Donc moi pour ma part, je me fixe comme marge de sécurité du 12%, du 13,5%, du 15%, j'analyse et ça me donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir, moi personnellement, je pense que l'entreprise sera en mesure de réaliser les estimations moyennes, peut-être même un tout petit peu mieux, c'est pas impossible. Donc moi pour ma part, je vais mettre, donc de toute façon elle l'est déjà, je vais mettre Apple sur ma watchlist à 110 $, donc là elle serait quasiment évaluée, 2 fois surévaluée. Donc il faudrait que l'entreprise chute de 50% pour que je commence à rentrer en position. Donc voilà, c'est peut-être justement à cause de ces évaluations excessive que Warren Buffett a décidé de vendre sa position, de vendre la moitié de sa position dans Apple.
Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de Apple. Est-ce que tu es investisseur ou non de cette entreprise, ou au contraire, est-ce que tu aimerais bien le devenir? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!